tozana esengo mingi ya koyeba ke boza ebele ya kolanda biso bozo benga biso de partout alors bozo bisa biso ko bozo bisa biso ba encouragement na bino ainsi que ba suggestion na bino mais esengeli boyeba ke nyonso o bozo bela biso comme ba encouragement et ba suggestion toujours joyango pe ezo sala que to poussa émission et que de lisusu liboso pamba te toyebi que boza ebele bozo pesa biso confiance. Alors nous vous demandons merci par rapport à ça. Alors pour Nalelo, toyebi bino invité Yasika Oyo Bosengaki bien sûr, mais au bozana posa ya koyeba makanisi na ye oyo déjà botinda biso plusieurs questions autocorrélé awaye azalaki bongo candidat président de la République, candidat maléré lelo, mais to sengeli to yeba nini poussaki azala candidat président de la République, vision na ya Congo ezalaki nini, parce que bato ebele tant bazo benga biso bazo ba lelo homme politique congolais azana vision mon côté. C'est ce que vous dites. Alors, tu retournes à ce qui vision Ezaki Nini, azala candidat, ce qui Ezaki président de la République, parce que tout le monde a yango, n'a cycle électoral et les cas candidats qui ont failli être président de la République, Toyebaki Bangote, à l'exemple d'Oscar Kachala par exemple, Toroba Mingite te représenter bino candidat, Oyo Tozana Lelo, Yazali docteur, Noël Tiani, Mwadianvita, Topesi Mbote. Bote. Alors, Torolobana français plus spécialement parce qu'il y a Lingaka Mingi, le côté français. Alors, supportez Bisso, l'émission d'aujourd'hui sera vraiment bilingue, beaucoup plus en français pour permettre à notre invité de mieux s'exprimer. Alors, Ndetouzaï Koloba, on disait tout à l'heure ici que le peuple congolais vous a découvert en 2018 plus spécialement comme étant candidat président de la République. Alors, on n'a pas su d'où est-ce que vous venez. Vous êtes parmi les rares candidats qui tiennent quand même l'actualité parce que nous rappelons qu'il y avait près de 21 candidats, mais après c'était 2 ou 3 candidats. Mais vous, on parle quand même de vous, Noël Tiani. Vous veniez d'où en 2018 déjà, et puis vous lancez à la présidentielle de la République. On peut savoir qui était Noël Tiani, vous veniez d'où, parlez-nous succinctement de vous. Oui, d'abord je voudrais vous remercier, remercier Siloé Télévision de m'accueillir ici et de me donner l'occasion de m'adresser à nos compatriotes. Effectivement, j'étais candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, mais j'ai une longue histoire avant cette élection présidentielle. L'histoire donc d'un petit garçon congolais qui était né à l'intérieur de la RDC. J'ai étudié en Ganajika dans l'actuelle province de la Lomami jusqu'à terminer mon diplôme d'État. J'obtiens le diplôme d'État. Je viens à Kinshasa, le gouvernement du Zaïre à l'époque me donne la bourse du Conseil exécutif national, donc la bourse du gouvernement congolais, et m'envoie à l'étranger pour aller étudier. Avec l'idée que quand j'aurai terminé, je reviendrai pour me mettre à la disposition de la République. J'ai étudié à l'université de Liège en Belgique jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques. Je m'en vais à l'université de Grenoble en France. Je fais un 3e cycle diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Je quitte l'université de Grenoble, je m'en vais à l'Institut supérieur de gestion à Paris, où je fais un diplôme de finance internationale. Je quitte là-bas pour aller aux États-Unis. Je fais un MBA, Masters of Business Administration en banque et marché financier à Adelphi University à New York. Et je quitte pour revenir à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques avec concentration en banque et finance. Après avoir terminé toutes ces études-là, je suis allé à Harvard Business School aux États-Unis, où j'ai fait un diplôme postdoctoral en leadership et management. Et après avoir terminé toutes ces études, j'ai travaillé d'abord dans les banques commerciales et banques d'investissement à New York pendant 10 ans. J'ai travaillé à la Citibank et à la JP Morgan Chase. Je quitte après 10 ans pour entrer à la Banque mondiale à Washington, où je suis resté littéralement pendant 30 ans. J'ai quitté après 30 ans la Banque mondiale avec le titre de directeur de pays, couvrant plusieurs pays à travers le monde. J'ai été posté dans certains pays en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes. Donc voilà grosso modo ce que je fais. Maintenant, au bout de tout cela, j'ai eu l'expérience de développer les pays, de travailler sur des visions de développement qui ont aidé beaucoup de pays à se développer, à sortir de la pauvreté.
je me dis, je peux utiliser cette expérience-là, l'appliquer à mon pays, étant donné que la République démocratique du Congo, malgré toutes les ressources naturelles, j'ai trouvé que mon pays était mal géré. La population congolaise était la plus pauvre du monde. Et que rien ne marchait ici. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que j'avais estimé dans mon analyse que le leadership politique congolais était défaillant. Wana na motivation etinda ki oza la candidat permettre na tuna ba question na lingala pona bato bazolanda biso population nyonso alanda émission oyo oza libre répondre en français wana koti na motivation wana mais avant kota na motivation wana est-ce que au pays qu'il est pour et les contre pour être candidat na niveau présidentiel de la République? Bien sûr que oui, et d'ailleurs je vais vous dire que j'ai pesé tellement le pour et le contre et que je me suis préparé pendant très longtemps sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Combien d'années? Au point où, je peux dire, j'ai commencé à me préparer vers les années 2003-2004, en présentant déjà à l'époque le brouillon de ce que j'ai appelé plus tard le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est une véritable vision de développement pour développer le pays. Oui. Pour ceux qui nous suivent, qui voudraient peut-être s'en assurer, vous allez sur Google, sur Internet, mettez Noël Tchani, Plan Marshall, Jeune Afrique. Vous allez voir les premiers articles que j'ai publiés sur la vision de développement que j'avais pour le Congo en 2004 et 2003 et 2004. Donc, j'ai pesé pendant tout ce temps le pour et le contre. Entre-temps, en travaillant à la Banque mondiale, je voyage dans plusieurs pays. J'ai fait près de 85 pays différents. Chaque fois que je suis dans un pays et que je travaille sur ce pays-là, je regarde, je me dis, tiens, c'est ça qu'ils ont fait pour réaliser tel objectif. Et si je pouvais le faire chez moi, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, j'ai analysé, j'ai fait une préparation minutieuse avant de prendre cette décision de me présenter aux élections présidentielles en 2018. Et je voudrais vous informer qu'avant 2018, la vision que j'avais préparée, je l'ai envoyée aux hommes politiques congolais, en me disant peut-être que vous pouvez l'utiliser. Moi, étant fonctionnaire international, je ne peux pas m'impliquer dans la politique chez moi. Donc vous avez utilisé cela. J'ai fait des propositions pendant plusieurs années. Déception. J'ai trouvé que la plupart des temps, ils étaient tête vide. C'est-à-dire des gens qui ne voient que leurs petits intérêts, qui ne voyaient pas du tout ce qu'il fallait faire pour aider la grande majorité. Est-ce que tête vide, les deux. C'est-à-dire, ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas les compétences et l'expertise. Et en plus de cela, ils n'aimaient pas leur pays. Et certains de ces leaders-là, je me demandais même s'ils étaient réellement congolais, parce que s'ils étaient congolais, ils pouvaient trouver certaines des idées bonnes à mettre en œuvre. Par contre, ils ont pris tous les livres que je leur donnais avec la vision. Ils ont mis ça dans la poubelle et ils ont continué à fonctionner comme avant. Tu as un dossier en congolité, mais tu as tout dans les pour et les contre, parce que les réalité à l'élection, peut-être aux yeux expérience dans 2018, mais motivation, non tant tout dans motivation, Noël tient il y a un parti politique, aux une structure politique mon côté, aux parlementaire debout au yayote, parce que aujourd'hui je rappelle que Batunia soit un parlementaire debout nango, on a décidé d'un parlementaire debout et bandana yidopes bien sûr. On me tourne la question à voter. Vous êtes mal informé. D'abord, j'ai un parti politique qu'on appelle la Force du Changement. La Force du Changement, c'est un parti politique différent de tout ce que vous voyez sur la rue. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs bien spécifiques et une vision de développement que nous voudrions mettre en œuvre. Quelles sont les valeurs que nous avons? La bonne gouvernance. Nous voulons lutter contre les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Mobiliser toutes les ressources du pays, les mettre dans le budget national, avoir un gros budget et financer une grande vision de développement pour ce pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, investir massivement dans les ressources humaines congolaises. C'est-à-dire, j'ai réalisé, dans mon expérience à travailler sur les pays asiatiques, qu'un pays ne peut se développer, ne peut pas se développer parce qu'il a beaucoup de ressources naturelles, pas parce qu'il a une grande superficie de terre. Le pays se développe parce qu'il a des hommes et des femmes bien intelligents, bien compétents, bien formés, bien éduqués, avec la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des politiques sectorielles dans tous les domaines pour réaliser les objectifs que le pays se poursuit. Mais partir qui est implanté dans l'ensemble de la République pour rassurer qu'il y ait compagnon dans l'élection.
Quand je me suis présenté aux élections présidentielles en 2018, je me suis présenté en tant qu'indépendant, bien que le parti était dans le background pour m'appuyer, parce que la procédure pour arriver à se faire enregistrer au niveau de la CENI en tant que parti était plus complexe qu'être un indépendant. Donc je m'étais présenté comme étant un indépendant. Mais je peux vous dire une chose, que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de gens seront très surpris. Vous savez, en 2023 ou au-delà de 2023. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand je suis arrivé en 2018, personne ne connaissait Noël Tchani. Beaucoup de gens m'ont posé la question, me disent, mais tiens, quand nous on souffrait ici dans la rue, vous étiez où? Tout le monde me disait que j'ai mangé les beefsteaks aux États-Unis pendant qu'eux ils trimaient dans la rue ici. Tout le monde me comparait à qui? À Oscar Kachala, qui avait tenté d'être aussi candidat à la présidence, qui était candidat à la présidence, qui n'avait pas gagné, qui a quitté le pays pour retourner aux États-Unis, déçu par la façon dont le pays était structuré et fonctionnait. Je suis venu, je me suis dit, je vais répondre à ces préoccupations de mes compatriotes. La première occupation, au lieu de faire comme Oscar Kachala de rentrer aux États-Unis, je me suis dit, je vais rester ici, je vais souffrir comme tout le monde. Les gens m'ont vu prendre, par exemple, des motos sur la rue pour marcher, pour me promener comme tout le monde. J'ai pris une moto une ou deux fois, c'est très risqué, mais je l'ai fait. Au-delà de cela, les gens m'ont vu acheter aussi donc comment vous appelez ça là, les poulets grillés, des poulets maillots comme tout le monde, manger comme tout le monde. Donc j'ai acheté les kwanga comme tout le monde. Donc j'ai souffert au même titre que tout le peuple congolais. Maintenant que nous avons ces faiblesses-là qu'on avait en 2018 résorbées, je pense que nous sommes mieux préparés pour affronter l'avenir. Mais pour l'animité, au mécanique qu'on s'approprie, on a des problèmes avec les Kinois, les Congolais avant d'être candidat à la présidence au Dingi Kionon, au Salango après. N'oubliez pas, n'oubliez pas que j'étais fonctionnaire international. Quand vous êtes fonctionnaire international, il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Un, vous n'êtes pas autorisé à travailler sur votre propre pays. Donc, il y a des choses que je faisais aux îles du Cap-Vert, au Sénégal, au Mali, dans les îles Barbades, en Jamaïque, en Indonésie, un peu partout. Mais je ne pouvais pas les faire donc chez moi ici. J'arrivais même au Congo-Brazzaville. Il y a des choses que je pouvais faire au Congo-Brazzaville parce que c'était un pays étranger. Mais je ne pouvais pas les faire au Congo-Kinshasa. Au point où, si vous allez en Afrique de l'Ouest et vous demandez Noël Tchani, c'est tout le monde qui me connaît, ou bien presque tout le monde qui me connaît. Tandis qu'au Congo, je n'étais pas autorisé donc à faire ce jeu-là. Donc, j'estime que c'est toujours bien de voir comment les choses se passent ailleurs et de pouvoir émuler ces exemples-là dans votre propre pays. Les populations ont comme Elibiso à l'objet que Noël Tchani, il y a but principal des alaki candidature na ezaki pour yebana. Est-ce que les lots ont atteindre quand même but na yo ou les alaki que non pour non yebana d'abord pour avoir un carnet d'adresse, pour avoir des portes ouvertes parce que vous étiez quand même candidat à la présidence ou yebaki que non, c'est la porte votre porte à vous pour entrer en politique congolaise. Je voudrais vous dire que j'étais plus connu quand j'étais fonctionnaire international qu'en étant enfermé à Kinshasa. Le carnet d'adresse, j'ai voyagé dans près de 125 pays différents. J'ai rencontré des chefs d'État, des premiers ministres, des hommes d'affaires. Je suis suffisamment connu. Je ne pense pas que je puisse chercher à avoir un carnet d'adresse en étant à Kinshasa. Je vais avoir le carnet d'adresse avec les locaux. Donc je le connais suffisamment et ils me connaissent aussi. Beaucoup de personnes semblent pouvoir nous prêter des intentions que nous n'avions pas. Mon objectif était de me présenter aux élections présidentielles, de gagner la présidence de la République et de gérer le Congo différemment. Dommage, on n'a pas réussi à le faire. J'avais une vision de développement que si on la mettait en œuvre, et parce que j'étais suffisamment préparé, on allait commencer à exécuter cette vision de développement dès le premier jour que je mets mes pieds au palais de la nation. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Dieu nous a préservés peut-être pour de meilleures choses dans l'avenir. Oui. Je considère qu'aujourd'hui, en étant dans le siège pas du conducteur, mais du passager, en observant comment le pays est géré, j'ai beaucoup appris. Et nous pouvons appliquer ces connaissances-là que nous avons accumulées ou que nous accumulons tous les jours à la bonne gouvernance donc, du pays dans l'avenir si nous en avons l'occasion. Vous arrivez à un point où vous remarquez que vous avez eu l'élection, mais vous avez eu candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez bimisié. D'abord, c'était quoi? Déception? Ou tu te disais, bon,
déjà que non, on a osé, mais ce n'est c'était un essai. Ezaki essai, tout ezaki déception pour Nayo, tout le non, il y a eu tricherie, tout le que non. En tout cas, nous acceptons les élections. Je ne peux pas dire que les élections étaient transparentes ou pas transparentes. Ouais. Nous connaissons les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu. Mais moi, je venais avec un œil différent. J'ai vécu dans des pays démocratiques qui organisent des élections et où les gens acceptent la défaite ou n'acceptent pas la défaite. En ce qui me concerne, vous savez, après avoir vécu en France, après avoir vécu aux États-Unis, après avoir voyagé dans plusieurs pays qui pratiquent la démocratie, j'étais habitué au système politique où, quand on programme les résultats, vous concédez la défaite si vous n'avez pas réussi et vous souhaitez bonne chance à celui qui a gagné. Okay. C'est ce que j'avais fait. Dès que j'ai échoué, vous pouvez aller sur Internet, mettez Noël Tchani, félicite Félix Tshisekedi, vous allez voir le discours que j'ai fait. C'est un discours similaire à celui qu'on fait en France, que vous avez vu Marine Le Pen faire en France ou dans d'autres pays. Il faut accepter la défaite et il faut se préparer pour l'avenir, espérant que vous allez mieux faire dans l'avenir. Moi, je ne suis pas d'accord avec des gens qui, quand ils échouent, ils ne veulent pas reconnaître la défaite et ça continue à bloquer le pays. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que ce pays-là, les gens n'ont pas de valeurs démocratiques. Je ne dis pas que les élections étaient parfaites. Ouais. Pas parfaites ou parfaites. Mais on ne m'a pas proclamé vainqueur de ces élections-là par l'institution qui est mandatée à pouvoir le faire. Cette institution, c'est laquelle? C'est la CENI. Et quand la CENI proclame les résultats, vous allez même au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui. Et la Cour constitutionnelle confirme que c'est telle personne qui a gagné. Qui suis-je pour pouvoir refuser de reconnaître ces résultats-là? C'est ce que j'avais fait. J'ai reconnu donc ma défaite, j'ai félicité le gagnant et je lui ai dit, vous avez un mandat de 5 ans. Nous allons vous observer. On va voir comment vous allez fonctionner. Si vous arrivez à réaliser votre propre vision et à atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés en tant que président de la République ou bien pour le peuple congolais, nous allons applaudir. Si cela n'est pas le cas, nous allons pouvoir encore entrer dans la course donc en 2023 et on va voir. Exactement. C'est même à féliciter. On a vu ça chez vous et on s'est dit que c'était même à féliciter. Mais bateau on a vu ce baba qui est différent. Non. Mais ça c'est pas grave. Ce qui était beaucoup plus grave, on a vraie version et monsieur vraiment on a vu plusieurs attaques sur vous, hein. Tout le monde parce que les gens disaient que finalement il y a un candidat qui est intelligent, qui a un plan intelligent accepté par tout le monde, les plans Marshall. Mais il y a eu des attaques sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez été candidat président. Mais comment vous avez géré tout ça vous-même? Est-ce que vous vous êtes pas dit Oscar Kachalazagi a raison, à la place natika na Congo? Il y a une différence entre Oscar Kachala et les autres candidats qui n'ont pas gagné et moi. Vous savez, moi on m'appelle comme Noël Tchani Mwadjanvita. Et je voudrais que vous puissiez retenir Mwadjanvita, ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire quelqu'un, un guerrier invincible. Vous pouvez me battre aujourd'hui, mais j'accepte la défaite. Cela ne veut pas dire que j'ai perdu pour toujours. Je vais me préparer pour être à mesure d'être compétitif demain. It is not over yet, comme on dit en anglais, ce n'est pas encore terminé. Okay. Si it's not over yet, il arrivera un jour où je pourrai gagner. Alors pour cela, il faut apprendre à écouter les attaques, les critiques, les insultes, les tamisser, connaître qu'est-ce qu'on dit de vrai sur moi pour que je puisse changer et devenir meilleur. Ouais. Mais une fois que j'ai accumulé tout ça et que j'ai incorporé cela donc dans mon subconscient, dans mon analyse, et dans ma conception de ce que je dois faire pour l'avenir. Rassurez-vous, en fin de compte, je vais gagner. Mais non, on n'entre pas là. Mais vous-même, en tant que personne, qu'est-ce que ça vous faisait? On en parle dans le détail, mais... Ça dépend d'où viennent... Je donne l'exemple. Je propose une loi... la loi qu'on appelle la loi Tchani, le verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Oui. J'ai dit que pour être candidat à la présidence et diriger la République, le candidat doit être congolais. Oui. Il doit être congolais de souche, c'est-à-dire de père et de mère. Et quand je dis ça, 99,9% des Congolais, ils applaudissent. Peut-être même pas 1%, 0,001%, quelques individus commencent à m'insulter. Ils m'insultent, ils racontent des mensonges, des bêtises.
Alors, à la fin de la journée, j'observe pour voir mes compatriotes qu'est-ce qu'ils pensent. Et je vois que la majorité des Congolais, ils sont avec moi. En réalité, ils disent, ceux qui m'insultent là, ils disent, ah ah, nous vous avons découvert, vous êtes des étrangers. Donc, ce genre d'insultes-là, moi, personnellement, ça ne me dit absolument rien. Je pense simplement que je suis... Loatia Niwana, on a ciblé Moïse Katumbi, par exemple, quand vous parlez du père, des pères et des mères. Donc, on ciblait Moïse Katumbi et en retour, il y avait plusieurs attaques. Nous avons des niveaux d'instruction très différents. Les gens qui sont instruits, ils comprennent que quand on fait de loi dans un pays, la loi, elle est impersonnelle. Elle s'adresse à tout le monde. On pose la question, la loi va toucher qui? Va bénéficier à qui? La loi va bénéficier à 107 millions de Congolais que nous sommes. C'est ceux-là qui sont visés. Les Congolais dans leur ensemble. Si maintenant, dans le processus, il y a 1, 2, 3, 4 individus qui seraient affectés négativement à cause de la loi et qui pensent qu'on a fait la loi à cause d'eux, pour les barrer, c'est que ces gens-là ne sont pas très intelligents. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que avant de pouvoir mettre cette loi sur la table, j'ai analysé plusieurs pays. Je me suis posé la question, est-ce que ce que je propose pour mon pays, nous serons le seul pays sur la planète, ou bien il y a d'autres pays qui l'ont fait? Et je vais vous donner quelques pays, quelques exemples. La Zambie, ici à côté. Vous ne pouvez pas être candidat à la présidence de la République si vous n'êtes pas zambien de nationalité et vous n'avez pas les deux parents des descendants zambiens, c'est-à-dire l'équivalent de père et de mère. Le Cameroun, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là sont dans la même situation. Vous regardez les États-Unis d'Amérique, d'où je venais. Les États-Unis d'Amérique, avec 350 millions d'habitants, ils ont dit ne peut être candidat à la présidence ou occuper des fonctions de souveraineté qu'un Américain de souche, c'est-à-dire né sur le sol américain. Peu importe si vous étiez né sur le sol américain, des parents qui seraient venus de l'étranger, mais vous devez être né sur le sol américain. Pourquoi est-ce que les Américains ont adopté cela? C'est parce que c'est un pays d'immigrés. Tout le monde est venu de quelque part. Ils se sont dit, maintenant qui va être considéré comme étant un vrai Américain de souche, c'est celui qui est né sur le sol américain. C'est ainsi que des gens comme de Henry Kissinger, qui étaient nés en Allemagne, 2 semaines après leur naissance, on les a amenés aux États-Unis, ils ont occupé tous les postes, jusqu'à devenir secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. On leur a dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela, parce que vous ne remplissez pas le critère d'être né sur le sol américain. Arnold Schwarzenegger, qui était devenu gouverneur de l'État de Californie, il est venu donc d'Australie, il arrive aux États-Unis, très populaire. Il a occupé tous les postes jusqu'à devenir gouverneur de l'État de Californie, un grand État aux États-Unis. On lui a dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Donc chaque pays a des règles pour protéger sa souveraineté. Quand on arrive au Congo, nous ne devons pas être n'importe quel pays où les gens peuvent venir de n'importe où, être des étrangers ou issus d'origine étrangère et arriver ici, dominer les Congolais, prendre la présidence, et une fois qu'ils vont prendre la présidence, ils vont balkaniser la RDC. Ils vont mettre la RDC sous la coupole, le contrôle donc des pays étrangers. Et nous devons éviter cela en tant que Congolais authentiques. Est-ce que Noël Tchani pense que, comme le disaient les autres, que nous avons quand même eu un président au Bazaya Congolais? Est-ce que Noël Tchani pense que la souffrance aux populations en Angola, c'est parce que les dirigeants vont diriger, tous les dirigeants congolais, ou Noël Tchani voit l'avenir? Que non, l'avenir c'est quoi? C'est Moïse Katumbi, la chance mingi. Alors faisons tout pour les barrer la route. Les barrer la route comment? Au sol n'a pas union sacrée pour barrer la route. Je vais vous dire une chose. Caché derrière cette loi-là. Je vais vous dire une chose. On a eu 5 chefs d'État. Ouais. Si vous regardez bien, il y a eu des chefs d'État qui sont des fils de ce pays, qui ont mal géré le pays, pas parce qu'ils voulaient mal gérer le pays, mais parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Voilà. Mais on ne peut pas les blâmer parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Il faut regarder leur niveau d'éducation. La plupart d'entre eux n'avaient même pas fait l'université. Alors maintenant, il y a des gens qui, pendant aussi les 60 dernières années, ont eu de nationalités douteuses. Je ne voudrais pas aller très loin. Le président Kabila, on a jusqu'à présent questionné donc d'où il vient, en réalité. Mais c'est le président qui aura mal vendu ce pays aux étrangers. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de récupérer donc les actifs qu'il avait vendus à ses copains, comme les Dan Kettler et consorts. Un vrai Congolais ne pouvait pas faire cela.
Un vrai Congolais ne pouvait pas faire ça. Oui. Pendant tout son régime, on a connu des gens qui étaient, par exemple, comme le Bosco Tanganda, des Rwandais à qui on a donné des portions de terre à l'est de la République qui régnaient sur nos compatriotes, violés, tués, massacrés nos compatriotes. Ils n'avaient pas pitié à l'égard donc des Congolais. Donc, pour éviter que cela n'arrive... J'arrive. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je dis simplement que la question donc de nationalité, elle est très importante. D'où vient la personne, c'est très important. Moi, Noël Tchani, vous pouvez aller en Ngandajika. Vous allez trouver que mon père vient d'un village qu'on appelle Benampiana. Vous allez voir mon père, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations. Ma mère vient d'un village voisin qu'on appelle Benekaseki. Vous pouvez vérifier jusqu'à 10 générations. Je suis lié à ce sol-là. Il y a beaucoup de Congolais qui sont comme moi et qui voudraient défendre cette terre-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule terre que nous avons. Alors, si on ne veut pas regarder tout ça, on veut prendre le pays, le mettre dans les mains des gens dont on n'est pas sûr d'où ils viennent. Ces gens-là, ils vont basculer le Congo sous le contrôle donc des étrangers. Et nous devons éviter cela si nous devons protéger la souveraineté nationale et surtout l'intégrité territoriale de notre pays. Les pour et les contre, est-ce qu'on pesait les pour et les contre? Parce qu'aujourd'hui, les gens soit maman étrangère, ton papa étranger, mais il avait voulu quand même dans le Congo. J'ai bien pesé le pour et le contre. Et je vais vous dire ceci, nous sommes 107 millions de Congolais. Oui. 107 millions de Congolais, les postes à verrouiller, c'est à peine une centaine, à peine 100. Il reste combien de postes disponibles à supposer qu'on crée des emplois, même pour des enfants qui viennent de naître aujourd'hui? 107 millions de postes disponibles. J'ai dit que tous les Congolais peuvent occuper tous ces postes-là. 107 millions de Congolais, 107 millions de postes disponibles pour eux. Mais quels sont les postes à verrouiller? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, affaires étrangères, affaires intérieures, justice et défense. Les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police, les gouverneurs des provinces et le président de la Commission électorale nationale indépendante, le directeur de l'Agence nationale d'immigration, l'administrateur de la NER et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Vous mettez tous ces postes-là, environ 100 postes. Est-ce qu'on fait la discrimination si on prend 100 postes, on dit pour protéger notre pays, on les réserve aux Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à l'égard du pays, et les autres 107 millions de postes sont disponibles à tous les Congolais? Tous ces gens que vous mentionnez là, ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent être présidents des clubs de football, ils peuvent être des hommes d'affaires, ils peuvent vendre des poissons, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais dire qu'ils vont seulement occuper... Je vais vous donner l'exemple. Tout récemment, parce que vous l'avez mentionné, ce monsieur de Moïse Katumbi, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il est allé... Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer dans mon idée. Il est allé tout récemment parler à une communauté juive dans la salle. Et il dit aux Juifs, vous savez, les Congolais, quand je suis revenu de l'étranger, de l'exil, ils m'ont accueilli en triomphe. Maintenant, ils disent que je ne dois pas être leur président. Pourquoi? Parce qu'ils disent que je ne serai pas loyal à l'égard donc du pays. Entre-temps, il s'adresse à qui? Aux Juifs. Donc, il va accuser les Congolais, c'est les Juifs, ses oncles paternels, et il veut devenir président des Congolais. C'est ça le problème que nous avons. Voilà, ce sont des gens de ce groupe-là qui ne peuvent pas accéder aux fonctions de souveraineté ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. Quand ça marche bien, ils sont Congolais. Le jour que ça ne marche pas, ils sont Juifs, Grecs, Italiens ou Zambiens. Et nous ne pouvons pas accepter. Parce que vous l'avez mentionné, je voudrais répondre à cela. Allez-y. En quoi il est qualifié pour être président de la RDC? Oui. Parce que de lui-même, il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Laissez-moi finir. On parle de Moïse Katumbi. Voilà. Il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. On connaît que sa mère, elle est zambienne. Et on sait que sa femme, elle est burundaise. Dites-moi maintenant quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo. Sommes-nous un pays de naïfs pour accepter n'importe qui venir nous diriger ici? Donc, moi, je pense que c'est un faux problème. Il n'était pas éligible pendant que Mobutu Sese Seko était président de ce pays. La constitution du Zaïre à l'époque disait que pour être candidat à la présidence de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Mais la constitution... On a changé, tripatoué la constitution. Par acquisition. Ça, on ne refuse pas, tous ceux qui veulent devenir congolais peuvent devenir congolais, s'ils suivent la procédure. Oui. Mais cela ne les qualifie pas à devenir président de la République. Ils peuvent vivre dans le pays comme ils veulent, occuper tous les postes qu'ils souhaitent occuper, mais laisser les postes de souveraineté, les postes sensibles,
aux mains des Congolais qui sont des Congolais d'origine, les Congolais authentiques. Je voudrais vous rappeler une chose. En 1960 ou avant 1960, les Congolais comme les Patrice Emery Lumumba, les Okito, les Mpolo, les Kasavubu, ils se battent pour obtenir l'indépendance. En 1960, pourquoi est-ce que les Belges n'ont pas pris un métier belge congolais pour lui remettre l'indépendance? On demandait l'indépendance pour les Congolais authentiques. Ce pays doit être géré par nous, les fils authentiques de la République du Congo. C'est ça le sens. Avant de côté en question, Moussoussou, vous avez quelque chose contre Moïse Katumbi? S'il vous plaît, il ne faut pas personnaliser les choses. Parce que je vous dis très bien. Vous avez quelque chose contre lui? Non, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre les choses. Oui. Je vous ai bien dit que les lois sont impersonnelles. Exactement. Parce que vous m'avez soulevé le nom de quelqu'un, j'ai répondu en disant que cette personne n'est pas qualifiée. Non. Mais la loi que je propose, elle s'applique. Non, vous voyez que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je vous ai dit que les postes qui sont disponibles, ils sont nombreux. 107 millions de postes. Quels sont ces postes-là? Oui. Vous pouvez être vendeur de poissons, vous pouvez être vendeur de viande, vous pouvez être président de football, vous pouvez être ministre des sports, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais on ne va pas se concentrer sur un seul individu et dire que cette personne-là n'est qualifiée qu'à devenir président de la République. S'il vous plaît, le poste de président de la République n'est pas disponible à ce genre de personnes. Merci beaucoup, Noël Tiani Mondiavita. Je rappelle Awa Ketoso Yamba, ancien candidat à la présidence de la République. Noël Tiani Mondiavita. Naye to discuter ma question, to échanger sur ma question. Et belé notamment où ils ont préoccupé Bino. Les autres mon chef de l'État à Kenakatanga. Et puis, à tenir une réunion entre les leaders Kassayen et Katangé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un conflit dégagé par une femme qui a dit des propos que Bissot trouvait corrélés à Ouaté. Mais quelle est votre analyse par rapport à ces conflits qui a commencé depuis longtemps? Mais au-delà de votre analyse, quelles sont les précautions à prendre pour Namakambo et ici là pour de bon, pour qu'on ne parle plus des Katangé, des Kassayen, Bissot Nyon Sotozala, Congolais? C'est très bien ce que le gouvernement est en train de faire, de parler aux leaders kassaïens, aux leaders katangais, leur demander de se parler et de faire des messages d'apaisement adressés à la population. Tout ça, je salue, c'est une très bonne chose. Et je pense que le président de la République devrait, pendant cette période, faire un discours contre le tribalisme. Non pas simplement s'adresser aux katangais et aux kassaïens, parce que c'est un problème qui est récurrent dans toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des Kassaïens qui vivent à Kisangani, qui vivent au Bas-Congo. Il y a des Bas-Congolais qui vivent à Mbujima et à Kanang et consorts. Donc, il faut qu'au niveau du garant de la nation, de la paix, de la stabilité du pays, qu'il s'adresse à la population en disant « Nous sommes tous les enfants, les filles et les fils donc, de la RDC. Chacun est libre de s'établir donc là où il veut. » Donc, évitons ou éliminons le tribalisme. Je salue, par exemple, une initiative gouvernementale de sortir donc la carte d'identité nationale. J'ai compris que dans la carte d'identité nationale, il n'y aura pas mention des provinces d'origine. Ça, c'est quelque chose à saluer qui va aller dans le sens d'intégrer tout le monde, de lutter contre des antivaleurs telles que le tribalisme. Maintenant, il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi les Kassaïens quittent le Kasaï pour aller s'établir au Katanga. C'est parce que les gouvernements successifs, depuis 1960, ils ont brimé les Kassaïens. Ils ont pris toutes les ressources du Kasaï, le diamant de la Miba. Ils ont pris tout ce qui venait de là pour utiliser ça pour des besoins au niveau national, mais sans investir au Kasaï. Il n'y a eu ni construction de routes, de chemins de fer, d'eau, d'électricité, ni d'écoles modernes de qualité, ainsi de suite. Au fil des années, la population augmentant, on a réalisé que les entreprises qui existaient et qui employaient les gens, qui créaient des opportunités pour la population, telles que la MIBA, Onafitex, Kotongo, Sekambaï, ainsi de suite, toutes ces, Inera, toutes ces entreprises ou institutions sont tombées en faillite. Aujourd'hui, l'économie kassaïenne est devenue l'ombre d'elle-même. N'ayant pas d'opportunités, les gens ne sont pas naïfs. Ils quittent le Kasaï pour aller là où on pense qu'il y a des opportunités, au Katanga. Moi, je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui en tant que pays, c'est pour ça que j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Ce que nous devons faire en tant que pays, c'est de regarder chaque groupe de provinces, comme le Grand Kasaï, et nous dire que faire pour relancer l'économie de cette partie-là. Moi, je propose le plan suivant. Il faut mobiliser une assistance humanitaire immédiatement. Assistance humanitaire internationale, au niveau national, international. C'est-à-dire apporter à manger
des habits, les objets scolaires, apporter cette assistance humanitaire parce que les gens ont besoin de vivre immédiatement. 2, il faut maintenant penser à relancer l'économie du Kasaï. L'économie du Kasaï en construisant les routes, les autoroutes, les chemins de fer, l'aéroport international de Mbujimaï ou de Kananga et en mettant les infrastructures telles que l'électricité. Il faut finir la construction du barrage de Katende, la construction du barrage de Tiala, la construction du barrage de Kafumbuanga-Nanjika. En faisant ça, on va donner de l'eau, de l'électricité à tout le monde et en ayant des routes, on va créer des opportunités maintenant pour que les gens puissent se vouer aux activités agro-pastorales. 3, il faut relancer les grandes entreprises. La MIBA, la Kotongo, au Nafitex, Sekambaï et d'autres entreprises. Relancer les entreprises, par exemple, les palmeraies, pour faire donc l'huile de palme, les savons, toutes ces histoires, ces entreprises ont existé au Kasaï. Il faut relancer cela et ça va créer des opportunités pour tout le monde. Si on se limite simplement, si on se limite simplement à faire des messages d'apaisement aux populations katangaises et kasaïennes en leur disant vous êtes des frères, vivez ensemble, c'est éphémère. Pourquoi? Parce que le gâteau étant petit au Katanga, les gens vont commencer à se le disputer, pour se le partager. Ce qu'il faut faire, c'est élargir le gâteau pour qu'une portion du gâteau émerge du Kasaï. Et en ce moment-là, les Kasaïens seront attirés à pouvoir aller là-bas et une portion du gâteau va rester donc au Katanga pour ceux qui veulent y vivre. Mais au-delà de cela aussi, ce que je propose pour ces deux communautés doit s'appliquer au Grand Équateur, au Grand Kivu, à la province orientale, au Bas-Congo. En d'autres termes, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est cette vision de développement pour relancer l'économie congolaise et créer des opportunités pour tous les peuples congolais, c'est ça que nous devons faire pour stabiliser le pays de façon durable. Mais par rapport à un programme, le programme est accentué dans le programme Chile chez nous, c'est insuffisant pour vous? Ou déjà il y a quelque chose qui s'est fait? Je vous dis que si ce programme-là avait une grande signification pour les Kasaïens, ils ne seraient pas en train donc de fuir le Kasaï pour aller au Katanga. Il y a des programmes dont on parle, mais l'impact sur le terrain, soit parce que les programmes ne sont pas encore mis en œuvre complètement à 100%, soit parce qu'ils sont très insuffisants. Je voudrais non seulement critiquer, mais dire par exemple que le fameux programme de 145 territoires, je ne vois pas ce que ça va faire comme différence. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Quand on voit qu'on a 145 territoires et on va allouer à chaque territoire environ 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est quoi? Ce n'est même pas assez pour construire une petite route, un petit dispensaire. C'est rien, absolument. C'est ça que j'appelle des programmes cosmétiques. Dans le cadre du plan Marshall, j'avais proposé quelque chose de beaucoup plus grandiose que ça. Un programme pour construire 244 villes et villages modernes répartis sur l'ensemble du territoire national de façon telle que dans chaque ville, qu'on trouve tous les ingrédients, toutes les caractéristiques d'une ville moderne. Mais on va trouver l'argent où? Parce que c'est pour ça que le plan Marshall que moi, elle est aisée. C'est pour ça que le plan Marshall que moi je propose porte sur la mobilisation de 1000 milliards de dollars sur 15 ans. J'ai bien évalué les choses et j'ai bien vu ce que ça prend pour développer un pays. Et je sais comment mobiliser cet argent-là. Je le sais. J'ai un instrument que j'ai développé pour mobiliser les 1000 milliards de dollars. Mais je vous réserve cela, peut-être je vais annoncer cela vers la fin de l'année. Vous gardez ça au bon bien au Sabato Bazo Kambaté pour j'avais donné le plan Marshall, j'avais donné le plan Marshall tel que je l'avais conçu en 2018 au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en lui disant je vous souhaite bonne chance, mettez-le en œuvre. Je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Vous êtes déçu alors les lots par rapport... Je ne dis pas que je suis déçu ou pas. Je vous dis simplement que je lui avais donné ça en 2018. Je n'ai pas vu un début de mise en œuvre. Vous êtes donc déçu. J'ai actualisé le plan aujourd'hui. C'est devenu une machine beaucoup plus grosse que ça. Pour pouvoir développer la RDC en 15 ans. En faisant une grande mobilisation de la population congolaise pour mettre en œuvre chacune des composantes donc, du plan afin que le Congo passe du groupe des pays très pauvres qu'il devienne pays émergent à l'espace de 15 ans avec un PIB par habitant qui va évoluer de 450 $ aujourd'hui à environ 15 000 $ donc en 15 ans. C'est faisable. Mais les 1000 milliards de dollars en 15 ans, c'est possible de les mobiliser. Vous avez donné ces plans-là au président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Aujourd'hui, il y a des problèmes au Kasaï. Aujourd'hui, le peuple n'a pas de courant, n'a pas d'eau. Les lots,
3 ans passés déjà et les 1 an du gouvernement Sama Lukonde. Vous êtes déçu ou pas? Non, si vous me parlez du gouvernement Sama Lukonde, oui. moi je voudrais vous dire ceci. Il est là depuis 1 an, j'ai vu l'autre jour, il a payé une émission à la télévision et Top Congo où il a raconté donc tout ce qu'il pense avoir fait. Moi aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que si Sama Lukonde, on vous demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il a réalisé, oui. Au bout d'1 an, moi je ne peux pas vous dire un seul truc qu'il a réalisé. Je ne connais pas. Je ne connais pas un seul truc qu'il a réalisé. Je constate que la misère de la population reste totale. Oui. La pauvreté continue à être là. Je ne connais pas combien d'emplois ont été créés. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui ne dit jamais combien d'emplois ont été créés. Et je vois que quelques programmes qu'on a essayé de mettre en œuvre, ils pataugent. Donc, je ne connais pas ce que Sama Lukonde a réalisé. Je constate simplement qu'il y a beaucoup de lourdeur au niveau de la primature. Il est plus lourd que le Premier ministre qui l'a remplacé, Ilunga Ilunkamba. Je ne connais pas la raison. Et pourtant, il est jeune. Il aurait dû être beaucoup plus dynamique. Regardez-moi, depuis qu'il est là, Premier ministre, on a combien de provinces? 26 provinces. Il a été dans combien de provinces? Au bout d'1 an, à peine peut-être 2 ou 3. Et je trouve que c'est malheureux. Ilunga Ilunkamba était cloué au sol. Moi, je me disais peut-être parce qu'il est vieux. Sama Lukonde était plus jeune et beaucoup plus jeune, il allait être beaucoup plus dynamique que ça. D'ailleurs, c'est une ironie parce que je constate que le président de la République est plus mobile. Il va en Arabie Saoudite, à Dubaï, il va partout, mais Sama Lukonde est cloué donc au sol. Je ne comprends pas son problème. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que Ilunga Ilunkamba, pas Ilunga Ilunkamba, Sama Lukonde a réalisé en tant que Premier ministre. Donc son bilan, 1 an, je ne vois pas ce qu'il a fait. Un bilan mitigé. Non, ce n'est pas un bilan mitigé. Moi, je pense que c'est un bilan largement négatif. Largement négatif, parce que je ne me rappelle pas d'une seule chose qu'il a réalisée, qu'il a faite. Alors, comment est-ce qu'il va être mitigé? J'allais dire, il a fait ça, et peut-être ça reste à faire. Mais là, moi, je ne me rappelle pas d'une seule chose qu'il a réalisée. Donc, personnellement, je pense qu'il a un bilan largement négatif. Lorsque le ministre en fonction publique, par exemple, il dit que 22 000 agents sont mécanisés, lorsqu'on vous dit aujourd'hui qu'il y a même au niveau de l'enseignement, les enseignants sont payés, lorsqu'on vous dit par exemple aujourd'hui qu'il y a les salaires des policiers, même les derniers policiers qui ont augmenté, je vous ai parlé des zéro trou, tout ça, je vais juste choisir une goutte d'eau pour vous. Une seule chose que vous venez de mentionner, je voudrais en parler un tout petit peu, commenter sur ça. Le ministre de la fonction publique, il a dit qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires de l'État de 30% à 45% de mois d'avril jusqu'à... Voilà. Alors, moi, je pense que nous avons raté la cible. Parce que quand on augmente les salaires des fonctionnaires de l'État de 30 à 45%, les 30 à 45% s'appliquent sur une base. Et la base, c'est le salaire actuel. Les salaires actuels qui sont très bas. Quand vous prenez un salaire néant, vous y appliquez 30% d'augmentation, 45%, vous obtenez un salaire néant. Le pouvoir d'achat réel reste très négligeable. Moi, je me serais attendu à ceci. Je me serais attendu à ce que le gouvernement et le ministère de la fonction publique et le ministère du travail travaillent pour établir au Congo ce que j'appelle le salaire minimum garanti indexé. C'est-à-dire qu'on se dise, oublions les salaires actuels. Maintenant, quel est le niveau de vie qu'il faut, le niveau des salaires qui permettent à un travailleur, un policier, un enseignant, un médecin, ainsi de suite, de vivre correctement. Pardon. Dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchad pour la construction et le développement de la RDC, j'avais établi ce salaire-là à 1 000 $ par mois. Si vous donnez à quelqu'un aujourd'hui, disons 200 000 francs congolais, parce qu'il gagnait 150 000 francs, vous lui avez ajouté 50 000 francs congolais. 200 000 francs congolais, ça fait combien? Ça fait 100 $. 100 $, rien que le transport aller-retour de chez lui jusqu'à la maison, ça lui prend pratiquement 50 $. Les 50 $ qui restent, est-ce qu'il peut acheter à manger? Est-ce qu'il peut payer le loyer? Donc, on fait des augmentations des salaires, on se contente des pourcentages. Mais les gens ne vivent pas des pourcentages. Les gens vivent du vrai pouvoir d'achat. Et le vrai pouvoir d'achat aujourd'hui, je considère qu'il est zéro. C'est là que je dis merci beaucoup au ministre de la fonction publique, merci beaucoup le gouvernement Sama Lukonde, mais retournez à l'école, refaites les calculs, parce que vous êtes parti sur des fausses bases qui ne vont pas améliorer le pouvoir d'achat des Congolais.
Merci beaucoup. Tu aurais contaté sans que tu aies émission, tu aurais tendre vers la fin. Tu aurais contaté pour parler des élections. Vous avez l'expérience, il y a élection par rapport à l'élection 2018, bien sûr. Toujours qu'il y a vers l'élection 2022. Il y a des bosses qui ont noté une contradiction entre président Asseni et ministre de la Finance. Il y a mis cette loi électorale qui va donner naissance aux élections, bien sûr. Tout le monde va FCC, va bimer dans le Parlement. Quelle est votre analyse par rapport aux élections? Ça, c'est de un. De deux, est-ce qu'à l'horizon, quand vous voyez les choses, vous pensez qu'on aura des bonnes élections ou on aura des élections en 2023? Bon, les élections en 2023, c'est une question de volonté politique. Volonté politique. Et j'ai suivi avec intérêt les déclarations de Denis Kadima, le président de la CENI. Je pense qu'il est en tournée à l'est de la République, dans les Kivu. Oui. Et il a dit que lui, il estime que le calendrier électoral qu'on a annoncé pour avoir les élections au plus tard en 2023, à la fin de l'année 2023, oui. Il estime que cela aura lieu si on lui donne des moyens. Oui. Tout ce que moi, et puis j'ai entendu donc ce brouhaha entre le ministère des Finances et la CENI, moi je pense qu'à ce niveau-là, on doit pouvoir gérer les affaires de l'État de façon responsable, pas pouvoir aller sur les antennes des radios, des télévisions, donc dire qu'il n'y a pas d'argent, on avait donné l'argent, que ce n'est pas arrivé à la CENI. Tout oui. Ça, oui. Je crois que c'est enfantin. Tout ce que moi je demande, c'est que le gouvernement qui doit disponibiliser des moyens, doit donner les moyens à la CENI. Oui. Les bailleurs de fonds de qui on attend une contribution doivent pouvoir mobiliser les moyens pour la CENI. Oui. Maintenant que la CENI fasse son travail pour qu'on ait des élections responsables donc en 2023. Maintenant à la loi électorale. Oui. La loi, l'objectif, j'ai suivi le travail qui est fait par ce groupe-là qu'on appelle le G13. Oui. Je pense qu'ils ont fait une bonne base de travail. Et ça a été discuté. J'ai suivi beaucoup de débats sur cette loi-là. Je crois que les députés nationaux ne sont pas bêtes. Ils ont fait des contributions qui sont utiles et ils sont en train d'incorporer ces contributions-là dans la conception de la loi telle que nous l'avons aujourd'hui, qui a été proposée par le G13. Et j'ai su, par exemple, que les députés exceptionnels, Singhi Pouloulou, oui. Il leur a dit, pour être président donc de la République... Donc vous avez des bonnes relations, hein, parce que je rappelle même votre loi Tiani a été portée par lui. J'ai de très bonnes relations avec lui, c'est un homme très patriote, très nationaliste. J'ai beaucoup de relations avec beaucoup d'autres députés, je ne dois pas donner toute la liste des personnes ici. Mais Singhi Pouloulou leur a dit, pour être candidat à la présidence de la République, oui. Le monsieur doit être le candidat, doit être congolais d'origine. Okay. Ce qui est marqué dans la constitution actuelle, virgule, il faut ajouter, né de père et de mère congolais d'origine. C'est important pour que nous puissions protéger la souveraineté donc, du pays. Oui. Donc moi j'invite tous les autres députés parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup d'autres députés qui ont soutenu ce point de vue-là. Je veux que ce point-là se trouve dans la loi électorale. Si on a ce point dans la loi électorale sera appelée la loi de père et de mère. Merci. En toute la loi de père et de mère, en toute vérité et honnêteté, nous sommes ici à Vraie Version. Est-ce que Noël Tiani Modiavita sera encore candidat après son échec en 2018? Je vous ai dit tout à l'heure là que pour réussir, il faut échouer une ou deux fois. Oui. Donc, vous serez candidat en 2023? Non, je ne me suis pas encore prononcé pour 2023. Tout ce que moi je dis, c'est que je veux que le terrain soit balisé. Okay. Et je veux qu'on donne le temps à ce président de la République et son régime de pouvoir mettre en œuvre leur programme parce qu'ils ont été élus pour un mandat de 5 ans. Quand on arrivera donc à la fin du mandat de 5 ans, peut-être vers la fin de cette année, nous allons réévaluer ou évaluer la performance du président. Ouais. S'il a tellement bien travaillé et qu'il mérite donc qu'on puisse le reconduire, nous allons applaudir. Mais si on estime que les choses ne sont pas faites comme on aurait souhaité et que nous pensons que nous pouvons faire mieux que lui, en ce moment-là, on va annoncer la décision concernant 2023. Mais pour l'instant, je pense que c'est trop tôt de se prononcer. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais une dernière question. Lelo la toile batunyo subazolo il a propos à Gilles Linguete. Balobi que Gilles Linguete a lobi que guerre il a craché sur les morts qui a tous les jours à l'est. Batouba Sili qui n'a pas propos. J'ai vu même des gens qui demandent au chef de l'État de chasser Gilles Linguete et de les mettre dehors. Quelle est votre analyse, premièrement, par rapport aux propos de Gilles Linguete? Deuxièmement, parce que Gilles Linguete s'est dit qu'il était devant les investisseurs, donc il faut aller au Malamu ya Congo. Qu'est-ce que le Congo aujourd'hui peut faire pour attirer les investisseurs dans la RDC? Deux questions pour finir.
Je vous ai dit que j'ai vécu aux États-Unis pendant très longtemps. Exactement. Je peux regarder les Américains et penser, deviner ce qu'ils pensent. Okay. Les Américains sont très bien informés de la situation au Congo. Okay. Et surtout quand ils sont des hommes d'affaires. Ils suivent donc ce qui se passe au Congo beaucoup plus que les Congolais qui sont sur place. Donc, si aujourd'hui, le monde entier sait qu'il y a une guerre à l'Est, une guerre, si je peux dire, qui traîne depuis des décennies, qui a fait pratiquement 7 à 10 millions de morts. Et si quelqu'un sort du Congo en disant qu'il n'y a pas de guerre chez nous, il n'est pas crédible. Les gens ne vont pas croire à cela. Okay. Donc ces gens-là, ils connaissent exactement qu'il y a une guerre à l'Est. Et moi, j'aurais souhaité pour la mémoire, le respect de tous ces gens qui sont morts là, que Jules Alenqueti ait dit, par exemple, à cette audience-là, je vous demande de conserver une minute de silence pour nos 10 millions de morts qui ont été causées par ces aventures-là qui viennent de Kigali et de l'Ouganda et qui continuent donc jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais je voudrais aussi relativiser les choses. Il ne faut pas crucifier Jules Alenqueti. Un pays comme la RDC doit être organisé. Qui doit aller à l'étranger pour chercher des investisseurs? Ce n'est pas n'importe qui. Le travail de Jules Alenqueti en tant qu'inspecteur général des finances, c'est de contrôler les institutions, de contrôler l'utilisation des ressources publiques et de faire des audits et de recommander de comment il faut améliorer la gouvernance. Son travail n'est pas d'aller chercher des investisseurs. Moi, je me suis posé la question comment il s'est retrouvé au Texas en train de parler donc aux investisseurs. Ce travail-là, il faudrait le laisser à des gens qui sont expérimentés et qui peuvent parler de cela. Et ces gens-là, je ne sais pas s'il faut parler d'usurpation de pouvoir ou bien on était distrait ou comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas. Moi, je pense que ce n'est pas son travail. Donc, je ne suis pas surpris qu'il ait dit des choses qu'il ne fallait pas dire, parce que ce n'est pas son domaine. Donc, Jules Alenqueti s'est improvisé. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que son travail n'est pas de chercher des investisseurs. Son travail, c'est de faire le contrôle des institutions. Qui pouvait aller au Texas pour aller parler à ces gens-là? C'est pour cela, encore une fois de plus, que je pense que Sama Lukonde n'est pas à sa place. Un premier ministre serait parti là-bas. Il est bien mandaté, bien qualifié pour parler aux investisseurs, leur montrer des opportunités d'investissement dans le pays. Il pouvait se faire accompagner donc d'ANAPI ou bien le chef de l'État quand il voyage, il est bien équipé pour parler donc à ce genre donc de groupe-là. Mais un inspecteur général des finances, ce n'est pas son job, ce n'est pas son travail. Si bien que quand il est sorti de son cadre de confort, où il est supposé faire le contrôle des institutions, il a commencé à parler des choses qui ne le concernent pas. Il a fait cette bavure-là. S'il vous plaît, il ne faut pas le crucifier. Il faut lui pardonner. Il faut le pardonner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les investisseurs au Congo? On clôture par là. Moi, je pense que pour attirer les investisseurs au Congo, nous devons avoir une vision de développement qui est très claire, mettre en place un bon environnement des affaires. Quand vous allez aujourd'hui dans notre système de justice, vous allez réaliser que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. La justice. Donc, au lieu d'aller faire des milliers de kilomètres pour aller amener des gens de l'extérieur, quand ils arrivent au Congo, ils trouvent une bureaucratie gouvernementale impossible à surmonter, la justice qui ne marche pas, le manque d'infrastructures donc locales, l'eau et l'électricité qui n'est disponible qu'à moins de 10% de la population, les coûts des transactions trop élevés. Tout ça est manque de transparence, même dans l'utilisation des ressources publiques, manque de vision claire pour le pays. Moi, je pense que si nous nous concentrons à faire donc ces choses-là qui sont essentielles, les investisseurs, on ne va pas aller les chercher à l'extérieur. Ils viendront de même parce qu'ils vont trouver que le Congo, c'est un pays attractif. Donc, mais ne pas faire ces choses-là, et dépenser beaucoup d'argent à aller dans des pays étrangers pour aller chercher des investisseurs, vous allez chercher pendant trop longtemps et ils ne viendront pas. Donc il y a manque de leadership, manque de gouvernance, de bonne gouvernance, ce qui fait que investisseurs, il faut commencer par là. J'ai dit qu'il y a manque d'infrastructures de base, manque de bonne gouvernance, il y a des règles qui sont applicables à tout le monde. Je vais vous dire une chose, je donne un exemple. Rapidement. Vous prenez quelqu'un, vous l'arrêtez parce que vous l'avez accusé de détourneur de fonds publics, vous le mettez en prison, 2 jours après il sort de là et vous allez dire aux gens qu'il faut venir investir au Congo. Ça ne va pas marcher. En plus de cela, vous avez des anciens premiers ministres qui ont visiblement détourné de grosses sommes d'argent. Et on veut les amener au tribunal. Ils disent qu'il n'y a aucune juridiction dans ce pays qui peut donc nous juger. Et vous croyez que les investisseurs sont naïfs pour venir donc investir dans ce pays-là? Donc, nous devons faire en tant que pays notre homework.
Si nous faisons ce homework-là pour créer des conditions de transparence dans la gestion des affaires publiques, des bonnes conditions de fonctionnement du système de justice, on enlève les obstacles bureaucratiques au déroulement normal donc, des affaires, on éduque la population pour qu'on ait des gens de qualité, on rétablit la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Moi, je pense que les investisseurs vont venir. Pourquoi? Parce que nous avons tout plein de ressources naturelles, de potentialités touristiques énormes. Et nous avons un grand pays qui est un grand marché, qui est convoité par tout le monde à travers le monde entier. Nous avons un grand pays convoité par le monde entier. Nous avons un très beau pays. Si vous allez à l'intérieur du pays, en toutes choses, nous avons un très bon pays. Message Nabino, mais surtout appel Nabino. Nous ne pouvons pas répondre aux appels parce que les téléphones, les numéros ne cessent de sonner. Nous vous donnons un grand merci, mais nous vous donnons un rendez-vous à la suite. Boboto Bondeko Omabota Nabino, au revoir.